où on change complètement, puisqu'on parle maintenant dans l'hypertension pulmonaire post-embolique, avec Xavier Jaïs du Kremlin Bicêtre, et plutôt un focus sur les innovations thérapeutiques, Xavier. Merci. Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler d'un tout autre sujet, qui est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et des principales innovations qui ont pu être réalisées au cours des dernières années. Donc, juste pour un petit rappel sur la maladie, vous n'êtes peut-être pas tous familiarisés avec cette maladie. C'est une maladie qui est liée à la persistance et à l'organisation fibreuse de caillots au sein des artères pulmonaires après un ou plusieurs épisodes d'embolie pulmonaire. Et l'incidence qui est à peu près admise à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de 1 à 2%, donc après un épisode d'embolie pulmonaire. Donc je vais me focaliser essentiellement sur les formes non opérables de la maladie, puisque c'est dans ce domaine que les innovations ont été les plus importantes au cours des dernières années. Donc ce schéma, pour commencer, juste pour vous montrer la stratégie de prise en charge telle qu'elle a été proposée en 2015. Donc si on regarde à droite sur les formes inopérables, donc en sachant que le caractère opérable ou inopérable dépend de la localisation des caillots au sein des artères pulmonaires. Lorsque ces caillots fibreux sont localisés au niveau des grosses artères, le traitement de référence, c'est la chirurgie. Et lorsque les caillots sont situés, on le verra par la suite, au niveau des artères segmentaires et sous-segmentaires, donc l'approche thérapeutique est différente, la chirurgie est impossible. Et donc en 2015, finalement, le seul traitement dont on disposait, c'était les traitements médicamenteux. Et on commençait à parler de l'angioplastie pulmonaire. Et on va voir que c'est vraiment dans ce domaine que les plus grandes innovations ont été réalisées. Donc le riociguat, qui est un stimulateur de la guanylate cyclable soluble, est le premier traitement qui a démontré son efficacité donc dans les formes non opérables de la maladie. Un traitement qui agit sur la voie du NO et qui augmente la synthèse du GMP cyclique. De manière parallèle, on peut s'apercevoir qu'à cette époque, on voit que le pronostic des formes opérées était bien meilleur que celui des formes non opérées, avec, comme vous pouvez le constater, une survie à 3 ans pour les formes opérées qui était de 89% et seulement de 70% pour les formes non opérées. Donc il y avait beaucoup de travail à réaliser pour essayer d'améliorer le pronostic de ces formes non opérables. Donc de manière parallèle au développement du riociguat, l'angioplastie pulmonaire est apparue comme étant une alternative initialement. Donc le principe de l'angioplastie pulmonaire, il est simple, c'est le même que celui de l'angioplastie coronaire. Simplement le matériel qui est situé au sein des artères pulmonaires est complètement différent. Il n'y a pas d'athérome, c'est vraiment un tissu fibreux, acellulaire. Et donc en fait le principe, c'est de placer un ballonnet dans ce tissu fibreux qui est souvent partiellement recanalisé et gonfler ce ballonnet de manière à écraser ce tissu fibreux sur la paroi de l'artère pulmonaire de manière à restituer un flux sanguin en aval. Donc, de plus en plus de données dans la littérature ont montré que c'était un traitement qui était efficace. C'est un traitement qui a d'abord été développé au Japon et puis progressivement en Europe. Des programmes d'angioplastie pulmonaire ont été développés à partir de 2014. C'est vraiment la date à partir de laquelle ce traitement est apparu comme une alternative. Donc de manière contemporaine, on a mieux compris aussi les mécanismes de la maladie. C'est une maladie avec plusieurs composantes. Il y a une composante vraiment mécanique, obstructive, qui est liée à la présence de caillots au sein des artères pulmonaires qui vont obstruer soit partiellement, soit totalement les artères pulmonaires. Donc cette obstruction elle peut être localisée sur les artères de gros calibre. Donc là, le traitement qui va permettre de traiter ces malades, c'est l'endartérectomie pulmonaire. Là, l'obstruction, elle peut être localisée sur des artères de plus petite taille, et donc c'est là la cible de l'angioplastie pulmonaire. Et puis, chez un certain nombre de patients, on a une microvasculopathie avec un épaississement de la paroi des petits vaisseaux de moins de 500 microns, qui est assez proche de celui qu'on observe dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Et finalement, à l'heure actuelle, donc, on dispose maintenant de 3 traitements qui vont agir sur les différentes composantes de la maladie. Donc l'une des premières questions qui s'est posée, c'est finalement, on ne savait pas tellement bien comment placer l'angioplastie pulmonaire dans la prise en charge. Et donc la première chose qui a été réalisée, c'est de comparer le traitement de référence qui était le riociguat avec l'angioplastie. Donc ça a été réalisé dans 2 études. Une étude française qui a été menée au sein du réseau français de l'hypertension pulmonaire, le réseau Pulmotension, et puis une étude japonaise. Ces 2 études ont montré la supériorité de l'angioplastie pulmonaire par rapport au traitement par riociguat en termes d'amélioration hémodynamique, que ce soit sur la baisse des résistances vasculaires pulmonaires ou de la pression artérielle pulmonaire moyenne.
mais cette supériorité se faisait au prix d'un taux de complications significativement plus élevé chez les patients traités par angioplastie pulmonaire, vous voyez 42% par rapport au traitement par riociguat. Alors ces complications, elles sont bien connues, c'est des complications qui sont liées au geste et qui sont liées vraiment à des lésions vasculaires induites par le guide ou par le ballonnet lorsqu'il est gonflé et qui vont créer finalement des micro-perforations, des déchirures du vaisseau à l'origine d'un saignement autour du vaisseau. Donc c'est vraiment les complications, ça correspond à une hémorragie pulmonaire autour du vaisseau dilaté. Alors, il a été démontré dans plusieurs études que la fréquence de ces complications était étroitement liée à la sévérité hémodynamique et en particulier lorsque les niveaux de pression artérielle pulmonaire moyenne dépassaient un certain seuil, eh bien, les complications étaient à la fois plus fréquentes mais aussi plus sévères. Donc, dans l'étude française, on s'est posé donc la question de savoir si, dans la mesure où finalement les complications étaient étroitement liées à la sévérité hémodynamique, est-ce que de traiter médicalement un patient de manière à améliorer l'hémodynamique avant angioplastie pulmonaire permettait d'avoir un impact positif sur les complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Et donc dans l'étude RACE, les patients qui étaient traités par riociguat, qui étaient insuffisamment améliorés, pouvaient bénéficier d'un traitement par angioplastie pulmonaire, ce qui a permis donc de comparer finalement la fréquence des complications chez des malades traités soit d'emblée par angioplastie pulmonaire, soit d'abord par riociguat, puis par angioplastie pulmonaire. Et donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, de traiter un malade avant de réaliser une angioplastie pulmonaire permettait de réduire de façon significative la fréquence des complications liées à l'angioplastie pulmonaire par le biais d'une amélioration de l'hémodynamique pulmonaire. Vous pouvez constater, les malades traités d'abord par riociguat, puis par angioplastie pulmonaire, au moment de l'angioplastie pulmonaire, avait une hémodynamique qui était moins sévère que ceux qui étaient traités d'emblée par angioplastie pulmonaire. Donc, plus récemment, on s'est finalement posé la question de savoir si d'associer séquentiellement les deux traitements, est-ce que ça avait un impact sur le pronostic des patients. Si on se souvient tout à l'heure de la survie des malades non opérés, telle qu'elle était décrite en 2016, c'était 70% de survie à 3 ans. Eh bien, dans cette étude, une étude allemande qui a évalué, donc, qui a comparé la survie de patients traités par l'association riociguat angioplastie par rapport à une population de malades matchés, en utilisant un score de propensité sur les données du registre initial, on voit que la survie à 3 ans chez les malades traités par la combinaison thérapeutique est de 93%, ce qui est la même survie que les patients opérés. Donc, vraiment, l'association traitement médicamenteux plus angioplastie pulmonaire a permis de considérablement améliorer le pronostic de ces patients. Donc voilà la stratégie de prise en charge telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle pour les malades qui sont non opérables. C'est en règle générale l'association séquentielle d'un traitement médicamenteux puis d'une angioplastie pulmonaire. Et donc, à l'heure actuelle, une seconde étude est menée au sein du réseau suite aux résultats de l'étude RACE dont je viens de vous parler, qui, elle, va consister à comparer si l'association de deux traitements, une association riociguat plus un autre traitement qui a démontré son efficacité aussi dans la maladie, était supérieure à une monothérapie, donc par riociguat, à la fois pour améliorer l'hémodynamique avant angioplastie pulmonaire, mais aussi pour limiter encore plus les complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Donc cette étude est en cours. On a atteint, elle est menée donc au sein du réseau pulmotension et on a effectué 2/3 des inclusions. Donc on espère que cette étude pourra démontrer l'intérêt potentiel de traiter encore de façon plus agressive les patients avant de réaliser une angioplastie pulmonaire. Voilà, je vous remercie. Alors juste un petit mot pour vous indiquer qu'il y a un PNDS qui va être fait spécifiquement sur l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Ça vient d'être, je viens d'avoir l'information par Marc. Donc voilà, c'est pour dans 18 mois, c'est ça, Céline? Il n'y a pas de date, voilà. Donc voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, Olivier? Il y a une question? Non. Si? Oui, il y a une question là. Là. Pardon. Je suis HTP-TEC traitée depuis 2019, opérée par, comment vous appelez ça, une sternotomie. Voilà. On me propose prochainement une angioplastie.
Et je voulais savoir, par rapport à l'opération que j'ai eue, d'avoir l'angioplastie, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça peut améliorer? Alors c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que là j'ai parlé que des formes inopérables, mais c'est vrai que pour les formes opérables, un certain nombre de personnes après la chirurgie, même si la chirurgie était extrêmement efficace, parfois ça ne permet pas de normaliser complètement les pressions dans les vaisseaux des poumons. On peut rester essoufflé à l'effort, et donc on peut tout à fait compléter, effectivement, soit par des traitements médicamenteux, soit par une angioplastie pulmonaire. Et c'est finalement de plus en plus ce que l'on propose aux personnes qui restent symptomatiques avec des pressions qui ne sont pas revenues à un niveau normal après une chirurgie. Donc c'est vraiment quelque chose de fréquemment proposé à l'heure actuelle. Et effectivement, il y a un bénéfice à attendre d'avoir une angioplastie. Il n'y a absolument aucun risque à aller dilater des artères qui ont été opérées au préalable. Et Xavier, est-ce que tu penses que finalement les malades qui auront été complètement désobstrués, soit chirurgicalement, soit par angioplastie, ils vont encore avoir besoin finalement de traitement médical après? Je ne dis pas que tu as bien démontré que le traitement médical préalable, c'était probablement indispensable, mais finalement après, une fois qu'ils sont désobstrués, est-ce que tu penses qu'il faudra faire une étude pour démontrer ça, ou est-ce que des données de registre pourraient être suffisantes? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Alors c'est une problématique qui est vraiment importante. On n'a pas de critères qui permettent de définir finalement si un traitement médicamenteux peut être interrompu de manière sûre après un traitement instrumental, on va dire, que ce soit la chirurgie ou l'angioplastie pulmonaire. Donc déjà, il faudrait qu'on définisse des critères pour dire comment est-ce qu'on définit un succès, on va dire, d'un traitement instrumental. Donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a l'expérience, tout au moins pour les malades qui ont des combinaisons thérapeutiques. On peut arrêter sans aucun problème au moins un des deux traitements. Ça, on a quelques données. Par contre, l'arrêt total de tous les traitements, pour l'instant, on n'a pas de données, aucune donnée dans la littérature. Alors, est-ce qu'il faut mener une étude? La problématique, c'est que quels critères de jugement choisir, comme c'est des malades qui souvent sont tellement améliorés que probablement que la maladie ne va plus évoluer dans le temps, et il faudra pouvoir trouver un critère assez dur pour pouvoir démontrer quelque chose qui n'est pas évident. Vraisemblablement que des données de registre, effectivement, seront importantes pour répondre à cette question. D'où l'intérêt d'avoir des bons registres. L'intérêt d'avoir des registres, tout à fait. Commentaire de David. David, tu voulais rajouter quelque chose? Je demandais à Xavier s'il pensait qu'il y avait certains malades qui étaient guéris. Alors ça, c'est une autre bonne question. Alors la guérison, c'est toujours compliqué. C'est vrai de définir comment définir la guérison dans cette maladie, puisque c'est vrai que quand on regarde les études qui, par exemple, évaluent l'hémodynamique à l'effort, il est exceptionnel qu'on ait une normalisation totale de l'hémodynamique à l'effort, puisque il est clairement impossible de désobstruer l'intégralité du lit vasculaire pulmonaire. Donc, si la guérison, ça signifie avoir une hémodynamique pulmonaire à l'effort strictement normale, c'est vrai que rarement on a une hémodynamique pulmonaire normale à l'effort. Donc, à l'heure actuelle, je pense que le terme de guérison n'est pas un terme qu'on peut utiliser dans cette maladie. Après, je pense que on peut rendre une vie strictement normale aux patients, et c'est déjà quelque chose qui est fondamental. Mais guérir, ça sous-entend qu'il n'y a pas qu'il y a eu un jour un facteur et qu'après ce facteur n'existe pas, ou c'est ça un peu moi la question. C'est finalement un peu intuitivement, je pensais que c'était une maladie qui avait un support polymorphique ou génétique qui fait que je ne sais pas si on peut guérir. Vous avez l'hypothèse que certaines personnes, à un moment donné, font un événement qui va conduire, mais que cet événement ne se reproduira pas. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Oh, ok. Alors, on a un jeune patient qui a été opéré récemment, qui a été diagnostiqué, je pense, assez vite, qui a normalisé son hémodynamique à l'effort et qui baisse ses résistances à l'effort. Ouais, et on voit, en post-effort à la récup, il a même une PAP moins élevée qu'à l'état de base. Donc celui-là, on peut dire qu'il y a eu un événement aigu. Voilà, c'était sur un défilé cervico-costal, il a d'ailleurs été opéré. Et je pense que lui est guéri. Okay. Il va nécessiter une anticoagulation à vie, mais il n'a plus besoin de traitement. Alors c'est rare quand même. Mais c'est un cas... c'est vraiment rare. Ouais. Okay. Merci. Merci beaucoup, Xavier.